d'un geste brusque, elle lui lança de l'eau glacée au visage et cria, sa voix perçante, « Dehors, espèce de mendiant !» Les rires fusèrent face à l'humiliation, mais le jour suivant, la découverte de son identité réelle allait tout changer. La vérité bouleversa les consciences et poussa chacun à une profonde introspection. C'était une matinée de mardi brumeuse, lorsque Jean-Pierre Dubois se posta devant l'imposant bâtiment. Un gratte-ciel de 40 étages, véritable géant de verre et d'acier planté au cœur du quartier d'affaires de la Défense, qui semblait percer la couche nuageuse. Le soleil peinait à traverser, mais ses rayons suffisaient à faire scintiller la plaque dorée gravée des mots « L'excellence est ça ». L'excellence en résulta. Une promesse de perfection. Il lissa sa chemise à carreaux délavés, un vêtement témoin d'une autre époque, palpa la poche de son jean usé pour s'assurer que ses documents y étaient bien, et respira profondément avant de franchir la porte tournante. Le choc fut instantané et violent. Le hall d'entrée de la société L'Excellence SA était un temple dédié au luxe et à l'efficacité. Le sol en marbre italien, d'un blanc pur, renvoyait une image si parfaite des lustres en cristal monumentaux qu'on aurait pu croire marcher sur un miroir. Une odeur de cuir coûteux mêlée à des parfums de marque flottait dans l'air climatisé, un arôme subtil de succès. Le balai incessant des employés, tiré à 4 épingles, se déplaçait avec une précision calculée, tablette en main, menant des conversations discrètes et professionnelles au téléphone. Jean-Pierre, avec ses 60 ans passés, ses cheveux poivre et sel ébouriffés et son allure authentique, tranchait radicalement avec ce décor. Ses bottes en cuir, bien que soignées, trahissaient des années de marche. Un petit rapiessage sur le genou de son jean racontait une histoire. Sa chemise à carreaux, malgré un repassage soigné, avait perdu de son éclat. Dans la poche de poitrine, il gardait une petite photo cornée qui l'effleurait de temps à autre, son encre, son amulette. Au moment où il s'avança vers le comptoir de la réception, une vague de silence se propagea. Chloé Dupont, la réceptionniste en chef, interrompit sa frappe pour le dévisager d'un air où se mêlaient la surprise et un malaise certain. Jeune femme d'une trentaine d'années, son blazer bleu marine valait sans doute un mois de salaire moyen, et son sourire professionnel était une barrière infranchissable contre le commun des mortels. « Bonjour », fit Jean-Pierre d'une voix posée, son regard franc et direct. « J'aimerais m'entretenir avec une personne du département des ressources humaines. » Chloé sia, comme si la requête était formulée dans une langue inconnue. « Avez-vous pris rendez-vous, monsieur ?» Sa voix était un modèle de politesse froide. « Non, mais je ne suis pas pressé. » Cette réponse simple et assurée la désarçonna un instant. Elle balaya le hall du regard, cherchant implicitement une aide pour gérer cet intrus. Les employés qui passaient près de la ralentissaient, des regards curieux et moqueurs fixés sur cet homme qui semblait s'être trompé de dimension. « Monsieur », reprit Chloé, s'efforçant de rester professionnel, « le service des RH ne peut vous recevoir sans un entretien programmé. Seriez-vous à la recherche d'un poste ?» La question était teintée de préjugés évidents. Pour elle, un homme avec une telle apparence ne pouvait aspirer qu'à un emploi subalterne, de maintenance ou de gardiennage, des postes pour lesquels on ne se présentait jamais à l'accueil principal. « Pas du tout, je ne cherche pas de travail, » répliqua Jean-Pierre, imperturbable. « Je viens soumettre une proposition de la plus haute importance à la société. » Cette fois, Chloé ne put réprimer un petit rire méprisant. Un son cristallin mais blessant, qui attira l'attention de ceux qui étaient à proximité. Une proposition ? De quel ordre ? Avant que Jean-Pierre ait pu élaborer, Stéphane Leroy, superviseur du premier étage, intervint. La quarantaine élégante, costume gris bien coupé, chaussures italiennes au claquement étudié sur le marbre, il incarnait l'ambition dévorante, prêt à tout pour gravir les échelons. « Chloé, que se passe-t-il » demanda-t-il, ignorant superbement Jean-Pierre. Ce monsieur affirme détenir une proposition pour l'Excellence SA. Rapporta TL, son intonation transformant l'information en une farce. Stéphane se tourna enfin vers Jean-Pierre, son regard balayant l'homme de haut en bas, une calculatrice invisible dans les yeux évaluant sa valeur monétaire. « Monsieur, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé d'adresse ? C'est l'Excellence SA. Ici. Nous n'avons pas pour habitude de recevoir les vendeurs au porte-à-porte. » L'insulte était claire. Le cercle de curieux s'était agrandi, les chuchotements devenant plus audibles. Jean-Pierre sentit le poids de leur regard, mais sa posture ne fléchit pas. « Je conçois que mon apparence puisse dérouter », admit-il avec une dignité qui détonnait avec le traitement qu'on lui infligeait. Néanmoins,
mes intentions sont des plus sérieuses. Des intentions sérieuses? Ironisa Stéphane. Monsieur, notre chiffre d'affaires mensuel se compte en millions d'euros. Nos partenaires sont les fleurons de l'industrie. Quelle sorte d'intentions sérieuses? Que pourriez-vous bien avoir à nous proposer? La question, suspendue dans l'air, était une insulte en soi. Jean-Pierre extirpa de sa poche une liasse de papier plié. Ces documents attestent de mon lien avec votre société. Stéphane écarta l'offre d'un revers de main méprisant. Des papiers? De nos jours, tout s'imprime, monsieur. Cela n'a aucune valeur. C'est alors que l'ascenseur livra passage à Valérie Lefebvre, l'une des dirigeantes les plus impitoyables du groupe. Quarantenaire au tailleur hors de prix, escarpin de créateur martelant le sol, sa mallette en cuir était un symbole de son pouvoir. Valérie avait la réputation d'être une négociatrice féroce et une manager tyrannique. Elle s'immobilisa en voyant le rassemblement. Son regard se posa sur Jean-Pierre, chargé de dégoût et d'agacement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sa voix était un coup près. Madame Lefebvre, s'empressa de répondre Stéphane, ce monsieur s'est présenté en affirmant avoir une proposition pour nous. Valérie l'examina avec un mépris si intense qu'il en était presque palpable. Une proposition? Vêtue de la sorte? Dans nos locaux? En effet, confirma Jean-Pierre. J'ai des affaires importantes à régler avec la direction. Le rire de Valérie fut sonore et sans retenue, résonnant dans le vaste hall. La direction. Monsieur, savez-vous seulement où vous êtes? Nous ne sommes pas les services de l'aide sociale, nous sommes l'Excellence SA. D'autres employés, attirés par le bruit, vinrent grossir les rangs des spectateurs. Des secrétaires, des assistants, des cadres moyens, tous unis dans le même regard condescendant envers Jean-Pierre, cet anachronisme vivant au milieu de leur modernité parfaite. Il y a peut-être eu une méprise sur l'adresse, hasarda une secrétaire d'une voix faussement douce. À moins qu'il ne s'agisse d'une tentative d'escroquerie, ajouta un autre, suffisamment fort pour que tous entendent. Jean-Pierre demeurait impassible au cœur de la tourmente. Il toucha la photo dans sa poche. Il n'y a aucune méprise. Je sais pertinemment où je me trouve, et la raison de ma présence ici. Eh bien, exposez-la, le défia Valérie, bras croisés. Quelle est donc cette affaire si cruciale qui vous amène chez nous? Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Philippe Garcia, le chef de la sécurité, fit son apparition. Un colosse dont l'uniforme renforçait l'aura d'autorité. Sa mission était de préserver l'image de marque de la société, par tous les moyens nécessaires. Madame Lefebvre, dois-je intervenir? Demanda-t-il, son offre étant une menace à peine voilée d'expulsion. Un instant, Philippe. J'avoue être intrigué. Écoutons donc la proposition miraculeuse de notre visiteur. Le sarcasme était son arme de prédilection. Jean-Pierre comprit qu'il était devenu une attraction, un divertissement pour ces gens blasés. Pourtant, son regard ne trahissait aucune colère, aucune honte. Seulement une tristesse infinie, la déception de voir ses craintes se confirmer. Ma proposition, commença-t-il d'une voix égale, porte sur les valeurs que votre société prétend incarner. Sur la façon dont nous traitons autrui, surtout ceux que nous jugeons inférieurs. Des valeurs? Se moqua Valérie. Monsieur, nos valeurs sont affichées partout, excellence, performance, rentabilité. Je doute fort qu'un individu tel que vous ait des leçons à nous donner. Un individu tel que moi. Répéta-t-il. Pourriez-vous préciser votre pensée? La question directe la déstabilisa. La classification était évidente, mais l'exprimer à haute voix revenait à admettre un préjugé flagrant. Disons que vous ne correspondez pas au profil de cet environnement, esquiva-t-elle. Et quel serait donc l'environnement adéquat pour moi? Stéphane, exaspéré, intervint. Monsieur, vous nous faites perdre notre temps. Pour un emploi, adressez-vous aux agences spécialisées. Pour du démarchage, allez voir ailleurs. Cet endroit n'est pas fait pour. Pour les gens de mon espèce? Acheva doucement Jean-Pierre. Un malaise pesant s'installa. Tous partageaient la même pensée, mais personne n'osait la formuler. Jean-Pierre observa ses visages lisses, ses tenues impeccables, ses airs de supériorité. Il toucha sa photo une fois de plus, murmurant quelques mots inaudibles. Puis,
Fixant Valérie droit dans les yeux, « Je suis ici pour un test de la plus haute importance », déclara-t-il. Le ton de sa voix avait changé, et quelques ricanements cessèrent. « C'est la promesse que j'ai faite à une personne qui m'était très chère. »« Un test ? Lequel ?» demanda Chloé, sa curiosité l'emportant sur sa méfiance. Jean-Pierre eut un premier sourire. Un sourire empreint de mélancolie, celui de quelqu'un qui affronte une vérité amère. Celui de savoir si l'humanité survit dans le cœur des nantis, répondit-il. Si la réussite n'a pas anéanti toute capacité à reconnaître la valeur de son prochain. En scrutant les visages autour de lui, il sut que le test ne faisait que commencer. Les jours à venir allaient révéler bien plus qu'il ne l'imaginait, et changeraient à jamais le destin de chaque personne présente dans ce hall doré. La photo dans sa poche semblait une lourde charge, porteuse de l'espoir d'une âme disparue qui se demandait si la bonté avait encore sa place en ce monde. Lorsque Jean-Pierre réapparut à l'accueil de l'Excellence S.A. Le lendemain matin, Chloé manqua d'étouffer avec son café. Elle battit des paupières, incrédule. Un coup d'œil à l'horloge confirma ses craintes, 8h15, comme la veille. C'est une plaisanterie, souffla-t-elle en attrapant la ligne interne. Jean-Pierre s'approcha, calme comme à son habitude. Même tenue, même chaussures usées, mais son regard avait changé. Une nouvelle détermination y brillait, le fruit d'une nuit de réflexion. « Bonjour, Chloé, dit-il. Le fait qu'il connaisse son nom la plongea dans un trouble plus grand encore. « Monsieur. »« Mais. Que faites-vous ici, encore ? » ?»« Je viens poursuivre notre entretien. Je dois toujours m'adresser à la direction. » Chloé pianotait déjà sur son téléphone. « Stéphane, il est de retour. »« Oui, l'homme d'hier. Il est là. » La réponse de Stéphane fut une bordée d'injures que Jean-Pierre choisit d'ignorer. Moins de 3 minutes plus tard, le superviseur déboula dans le hall, flanqué de 2 autres cadres, une véritable escouade pour mettre fin à cette situation embarrassante. « Monsieur » commença Stéphane, le visage fermé. « Que se passe-t-il ? Pourquoi cette insistance ? » « Parce que ma mission ici n'est pas encore terminée, » répondit Jean-Pierre avec une simplicité exaspérante. L'un des renforts était Nicolas Moreau, directeur commercial, un quinquagénaire connu pour sa brutalité en affaires. L'autre, Léo Bernard, directeur des opérations, était le « nettoyeur » de l'entreprise, celui qui réglait les problèmes sans état d'âme. Stéphane m'a exposé la situation, dit Nicolas en jaugeant Jean-Pierre comme une nuisance à éradiquer. Allons droit au but. Que attendez-vous de nous ? Je souhaite vous présenter une proposition qui pourrait transformer cette société, affirma Jean-Pierre. La conviction dans sa voix laissa les 3 hommes pantois. Léo éclata d'un rire bref et sec. Transformer l'Excellence S.A. Monsieur, nous brassons plus de 500 millions d'euros par an. Nous travaillons avec les plus grandes multinationales du pays. Quelle sorte de transformation un homme comme vous pourrait bien nous apporter ? L'expression « un homme comme vous » était si chargée de mépris que Chloé elle-même en fut gênée. Jean-Pierre accusa le coup sans ciller. Une transformation des valeurs humaines, précisa-t-il. De la manière dont nous percevons et traitons ceux que nous estimons différents. Les valeurs humaines ? Répéta Nicolas, comme si le terme était une incongruité. Monsieur, nos valeurs sont le résultat, la productivité, le profit. Nous n'avons pas de temps à perdre avec votre philosophie à 2 balles. À cet instant, l'ascenseur s'ouvrit sur Valérie, sortant telle une furie tirée à 4 épingles. En apercevant Jean-Pierre, son expression passa de la surprise à une colère froide. Il n'abandonne donc jamais, lâcha-t-elle en s'approchant à grands pas. Que fait-il encore là ? Il tente de nous vendre sa proposition miraculeuse, ironisa Léo. Valérie le toisa une nouvelle fois, son seuil de tolérance manifestement atteint. Monsieur, soyons clairs. Hier, nous avons toléré votre présence par simple courtoisie. Aujourd'hui, vous nous dérangez. Demain, si vous revenez, nous considérerons cela comme une intrusion. Je n'intrigue personne, répondit placidement Jean-Pierre. J'use de mon droit de m'adresser aux représentants de cette société. Votre droit ? S'esclaffa Valérie. Quel droit ? Vous n'êtes ni client, ni fournisseur. Vous n'êtes rien pour cette entreprise. La sentence, brutale, résonna dans le hall. Les employés de passage s'arrêtaient pour assister au spectacle.
Certains dégainaient leur smartphone, prêts à immortaliser la scène pour les réseaux sociaux. « Qu'est-ce qui vous rend si sûr que je ne suis rien pour cette société ?» demanda Jean-Pierre, et l'intonation de sa question fit froncer les sourcils de Stéphane. « C'est une évidence, intervint Nicolas. Regardez-vous. Les apparences sont souvent trompeuses, rétorqua Jean-Pierre, sortant à nouveau ses papiers froissés. Surtout pour ceux qui jugent un livre à sa couverture plutôt que d'en lire le contenu. Léo désigna les documents d'un geste dédaigneux. On vous a déjà dit hier que ces papiers ne prouvent rien. Soit. Prouvons-le autrement. La voix de Jean-Pierre gagna en fermeté. Vous savez que cette société a été fondée un mercredi de mars. Que le premier contrat, d'un montant de 200 000 €, fut signé avec les Industries Moreau. Que le premier siège social était au 347, rue des Lilas. Un silence de mort tomba sur le groupe. Stéphane sentit une sueur froide perler sur son front. Nicolas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le visage de Léo vira au blanc cireux. Comment savez-vous tout ça? Balbutia Stéphane. Je sais bien des choses sur cette société, poursuivit Jean-Pierre, son regard balayant chacun de ses interlocuteurs. Je sais que le contrat avec Pétro-France a été perdu parce que Nicolas est arrivé en retard à la réunion cruciale. Je sais que Léo a validé un achat surfacturé à une société appartenant à son cousin. Et je sais que Valérie a renvoyé sa secrétaire, Léa Fournier, après qu'elle ait découvert des irrégularités dans le paiement de ses heures supplémentaires. Chaque phrase était un coup de poignard. Les détails étaient trop précis pour être inventés. Nicolas transpirait abondamment. Léo cherchait désespérément une issue du regard. Valérie était pétrifiée, le masque de l'arrogance fissuré. Où avez-vous obtenu ces informations? Demanda-t-elle, sa voix ayant perdu toute assurance. Il se passe bien des choses dans cette entreprise que vous croyez secrète, répondit énigmatiquement Jean-Pierre. Des conversations que vous pensez privées. Des décisions que vous imaginez sans conséquence. Stéphane tenta de reprendre la main. S'agit-il de menaces? Aucunement. C'est un simple constat. J'en sais plus sur cette société que vous ne le pensez. C'est du chantage, l'accusa Nicolas, la voix mal assurée. Le chantage impliquerait que je demande une contrepartie, rectifia calmement Jean-Pierre. Tout ce que je demande, c'est d'être écouté avec respect. Valérie essaya de se ressaisir, mais sa voix manquait de conviction. Même si vous détenez ces informations, cela ne change rien. Vous n'avez pas votre place ici. Et qui en décide? Rétorqua Jean-Pierre, son regard les défiant un à un. Vous? Sur quels critères? Le prix de mes habits, ma coiffure, la marque de mes chaussures? La question resta sans réponse, car y répondre revenait à avouer leur snobisme. Monsieur, tenta une dernière fois Léo, peu importe comment vous avez eu ces informations, nous sommes une entreprise sérieuse, avec des protocoles, une hiérarchie. Et où sont ces protocoles quand il s'agit de traiter un être humain avec dignité? Le coupa Jean-Pierre. Où est la hiérarchie dans l'humanité la plus élémentaire? À cet instant, une jeune employée s'arrêta. C'était Manon Petit, assistante administrative, l'une des rares à ne pas être encore totalement blasée par la culture d'entreprise. Son regard allait de Jean-Pierre au cadre, visiblement choqué. Pardonnez-moi, dit-elle timidement, mais je trouve votre façon de vous adresser à ce monsieur profondément impoli. Valérie se tourna vers elle, furieuse. Manon, mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Retournez à votre bureau. Cela me regarde quand je suis témoin d'une humiliation sur mon lieu de travail, répliqua la jeune femme, étonnée de son propre courage. Une humiliation? Ricana Nicolas. Nous essayons simplement de maintenir l'ordre. Quel ordre? Insista Manon. Celui qui stipule que seuls les gens en costume méritent le respect? Jean-Pierre lui adressa un regard reconnaissant. Enfin, une lueur d'humanité. Merci, Manon, dit-il. Le fait qu'il connaisse son nom l'a surpris également. Manon, siffla Valérie d'une voix glaciale, je vous conseille de revoir votre attitude si vous tenez à votre poste. La menace, directe et brutale, fit pâlir Manon, mais elle tint bon. Jean-Pierre s'approcha et lui glissa à l'oreille, le courage est une denrée rare ici. Votre mère peut être fière de vous. Manon écarquilla les yeux. Comment savait-il pour sa mère?
Jean-Pierre se retourna une dernière fois vers les cadres. Je serai là demain. Et les jours suivants. Jusqu'à ce que vous m'accordiez le respect dû à tout être humain. Mais pourquoi? Demanda Stéphane, sincèrement perplexe. Pourquoi une telle obstination? Jean-Pierre toucha la photo dans sa poche, ses yeux s'embrouillant de tristesse. J'ai promis à une personne exceptionnelle de vérifier si la bonté existait encore dans le cœur des hommes. Et pour l'instant. Son regard balaya l'assemblée, ce que je découvre l'aurait profondément peiné. Qui? Demanda Valérie, une pointe de curiosité dans la voix. Jean-Pierre ne répondit pas. Il esquissa le même sourire triste que la veille et tourna les talons. Avant de franchir la porte, il se retourna. Vous ignorez bien des choses sur cette entreprise, dit-il, ces mots chargés d'un mystère qui glaça l'assistance. Et vous ignorez tout de moi. Mais cela va bientôt changer. Il sortit, laissant derrière lui un groupe de cadres ébranlés, une réceptionniste perplexe, et une jeune employée convaincue d'assister à quelque chose d'extraordinaire. La photo dans sa poche semblait contenir le secret qui allait faire trembler les fondations de ce géant de verre et d'acier. Le troisième jour, l'arrivée de Jean-Pierre dans le hall de l'Excellence S.A. provoqua une onde de choc silencieuse. Chloé, à la réception, interrompit net sa conversation téléphonique. Les employés dans le hall ralentirent leur cadence, formant de petits groupes où les chuchotements allaient bon train. Il est encore là. C'est le troisième jour. Mais que cherche-t-il à la fin? Jean-Pierre avança vers l'accueil avec sa dignité habituelle, mais son regard trahissait une tristesse plus marquée, comme si chaque visite ici érodait un peu plus son espoir. Chloé le vit approcher et sentit un curieux mélange d'émotions. L'agacement avait laissé place à une sorte de curiosité teintée de remords. Elle commençait à douter de sa propre attitude. « Bonjour, Jean-Pierre, dit-elle, la voix un peu enrouée. « Bonjour, monsieur Dubois », se reprit-elle aussitôt, rougissant de cette familiarité involontaire et respectueuse. À cet instant, l'ascenseur s'ouvrit sur Stéphane, Nicolas et Léo. Ils discutaient d'une affaire importante, mais leur conversation s'arrêta net à la vue de Jean-Pierre. Leur bonne humeur s'évanouit. « C'est incroyable », marmonna Nicolas. « Quelle ténacité !» Ça frise le ridicule, renchérit Léo. 3 jours. C'est de l'acharnement. Stéphane s'avança, l'air résolu. Monsieur, soyons clairs. Cette situation doit cesser. Vous perturbez le bon fonctionnement de nos activités. Jean-Pierre contempla les 3 hommes en costume, le luxe ostentatoire du hall, et les employés qui feignaient l'indifférence. En quoi suis-je une perturbation? Votre présence est incongrue, articula difficilement Nicolas. Elle génère un malaise. Un malaise pour qui? Pour le personnel, pour nos clients, lança Léo d'un geste vague. Ou un malaise pour vos consciences? Demanda Jean-Pierre à voix basse. La question fit l'effet d'une bombe silencieuse. Avant qu'il ne puisse répliquer, la porte principale s'ouvrit sur un homme en tenue de travail, luttant avec un lourd carton. C'était Alain Martin, un livreur qui desservait le quartier. La cinquantaine, le front en sueur, il cherchait le comptoir pour faire signer son bon. « Excusez-moi », dit-il en s'approchant. « J'ai une livraison pour l'Excellence S.A. » Chloé le toisa avec le même mépris qu'elle avait initialement réservé à Jean-Pierre. « L'entrée de service se trouve à l'arrière », dit-elle d'un ton sec. « C'est juste pour une signature », plaida Alain. « Je peux laisser le colis ici ? » « Certainement pas », rétorqua-t-elle. « Le protocole est clair. Les livraisons, c'est par l'arrière. » Alain soupira, regardant son carton, le long chemin à parcourir, et sa montre. Il était déjà en retard. « S'il vous plaît, madame, juste une seconde. » J'ai dit non. Trancha Chloé. Le règlement, c'est le règlement. Nicolas intervint. Vous avez entendu. Les livreurs n'entrent pas par le hall principal. Ce n'est pas une zone de déchargement. Le visage d'Alain se décomposa sous l'humiliation. Il baissa la tête, bredouilla des excuses et s'apprêtait à repartir avec son fardeau. Jean-Pierre ne put le supporter. Alain. Appela-t-il. Le livreur se retourna, stupéfait qu'on l'appelle par son nom. Laissez-moi vous donner un coup de main. Jean-Pierre s'approcha et,
sous les regards médusés de l'assistance, empoigna un coin du carton. « C'est pour quel étage ?»« Le 15e, monsieur, mais ne vous dérangez pas. » « Au contraire, » sourit Jean-Pierre. C'était la première fois qu'on le voyait sourire sincèrement. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'ascenseur. Chloé était sans voix. Les cadres, pétrifiés. L'homme qu'il rejetait depuis 3 jours aidait un simple livreur qu'il jugeait indigne de fouler leur marbre. Une fois les portes de l'ascenseur refermées, Nicolas explosa. C'est un comble. Il se comporte comme s'il était chez lui. Notre hall est devenu une cour des miracles. J'appelle Madame Lefebvre immédiatement, dit Stéphane, visiblement dépassé. Elle va être hors d'elle. Un quart d'heure plus tard, Jean-Pierre redescendit. Alain était reparti par l'ascenseur de service, non sans avoir chaudement remercié son bienfaiteur, les larmes aux yeux. Alors, content de vous ? Lança Nicolas, sarcastique. Très, répondit simplement Jean-Pierre. Rendre service est toujours une source de satisfaction. Rendre service ? Ricana Léo. Vous l'avez mis en retard. Il va se faire réprimander. Pas vraiment, corrigea Jean-Pierre. Je lui ai offert une collation et un bon pourboire pour compenser. Il est parti le sourire aux lèvres. Cette révélation les laissa sans voix. Stéphane fut le premier à réagir. Pourquoi avoir fait ça ? Jean-Pierre toucha la photo dans sa poche, les yeux s'emplissant de larmes. Mon épouse m'a enseigné que la vraie richesse d'un homme se mesure à la façon dont il traite ceux qui n'ont rien à lui offrir. Le mot « épouse » suspendit le temps. Cet homme énigmatique devenait soudain réel, avec une histoire, un passé, une douleur. « Votre épouse ?» demanda Chloé, sa voix adoucie par une curiosité nouvelle. Jean-Pierre sortit la photo. Une femme d'une 50aine d'années, au sourire lumineux, vêtue d'une blouse blanche. Marie. Elle était infirmière bénévole dans les hôpitaux publics. Le contraste entre l'image de cette femme simple et dévouée et le luxe du hall était saisissant. Stéphane sentit un pincement au cœur. « Elle n'est plus là ?» demanda Nicolas, son ton ayant perdu toute agressivité. « Elle nous a quittés il y a quelques mois », répondit Jean-Pierre en rangeant précieusement la photo. Elle a consacré sa vie à soigner des gens sans moyens. Elle n'a jamais cherché la richesse matérielle, mais c'était la personne la plus riche que j'ai jamais connue. Le silence qui s'ensuivit était différent. Ce n'était plus un silence de gêne, mais de respect. « C'est la raison de votre venue ?» demanda Léo, la voix basse. Marie disait que la réussite sans humanité est le plus tragique des échecs, expliqua Jean-Pierre, son regard parcourant le hall opulent. Avant de mourir, elle m'a fait lui promettre de vérifier si la bonté existait encore dans le cœur des gens qui réussissent. « Et quel est votre verdict jusqu'à présent ?» demanda Stéphane, redoutant la réponse. Jean-Pierre le fixa. « Ma femme serait profondément attristée par ce que j'ai vu ici. » La phrase les frappa de plein fouet, car ils savaient qu'elle était vraie. Ils savaient comment ils avaient traité cet homme. C'est alors que Valérie sortit de l'ascenseur, telle une furie. Informée de l'incident, elle était hors d'elle. Que se passe-t-il encore ? Sa voix claqua, brisant le fragile moment de prise de conscience. Madame Lefebvre, commença Stéphane, nous étions en train de parler avec. Parler ? Le coupa TL. Stéphane, ce problème aurait dû être réglé il y a 3 jours. Que fait encore cet homme ici ? Jean-Pierre la regarda et décela derrière sa colère une peur panique. La peur de perdre le contrôle, d'être confronté à une vérité qui la dérange. Valérie, dit-il doucement, une question, si vous permettez. L'interpellé par son prénom, sans titre, mit le feu aux poudres. Comment osez-vous ? Pour qui vous prenez-vous ? Pour quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi une femme aussi intelligente que vous traite ses semblables avec un tel dédain. La sincérité de la question la désarma un instant. Puis sa fureur redoubla. Du dédain ? Je travaille 70 heures par semaine pour cette entreprise. Je n'ai pas de temps à accorder au premier venu. Marie travaillait 80 heures par semaine à sauver des vies, rétorqua calmement Jean-Pierre, et elle trouvait toujours le temps d'offrir un sourire à chacun. Votre femme n'avait pas les mêmes responsabilités. Elle avait des responsabilités humaines. Celle-ci prime sur toutes les autres. Valérie était écarlate.
Les responsabilités humaines ne paient pas les salaires, ne font pas tourner les entreprises. Et quel est l'intérêt de faire tourner des entreprises si c'est pour y perdre notre âme? La question resta en suspens. Valérie vit les regards tournés vers elle, les employés qui s'arrêtaient, Manon qui s'approchait, des clients qui écoutaient. Elle sentait la situation lui échapper. Assez. Siffla-t-elle. C'en est fini de cette mascarade philosophique. Si vous osez revenir demain, je prendrai des mesures radicales. Lesquelles? Demanda-t-il, imperturbable. Valérie s'approcha, le regard mauvais. Des mesures qui vous feront amèrement regretter d'avoir franchi cette porte. Jean-Pierre la regarda dans les yeux et y vit ce qu'elle tentait de cacher, un profond désarroi. Marie disait que les plus colériques sont souvent ceux qui ont le plus besoin d'amour, dit-il avec douceur. Cette remarque inattendue, cette pointe de compassion au milieu de l'hostilité, la laissa sans voix. Puis, comme si elle avait été giflée, elle explosa. Cessez votre psychologie de comptoir. Cessez de vous servir de votre sainte épouse pour me faire la morale. Je ne fais la morale à personne, dit tristement Jean-Pierre. Je constate simplement que Marie s'est trompée sur un point. Lequel? Elle était persuadée qu'il y a du bon en chacun. Que cette bonté est parfois enfouie, mais qu'elle existe toujours. Son regard balaya l'assistance. Je crains qu'elle n'ait été un peu trop optimiste. À cet instant, quelque chose céda en Jean-Pierre. L'espoir qui l'avait animé commençait à s'effriter. Et si Marie s'était trompée? Si certaines personnes étaient définitivement imperméables à l'empathie? Valérie perçut sa tristesse et en ressentit un étrange pincement, mais sa colère reprit le dessus. Parfait, dit-elle d'un ton glacial. Vous touchez enfin du doigt la réalité. Maintenant, partez et ne nous faites plus perdre notre temps. Jean-Pierre regarda une dernière fois la photo de Marie, murmura quelques mots, puis se dirigea vers la sortie. Il se retourna une dernière fois. Je reviendrai demain. Une dernière fois. Non pour obtenir une conversation que vous me refusez, mais pour honorer la dernière partie de ma promesse à Marie. Il fixa Valérie. Ensuite, je disparaîtrai de votre vie. Quelle dernière partie? Demanda Manon, sa voix brisant le silence. Jean-Pierre eut un sourire triste. Je vous offrirai une dernière occasion de découvrir qui je suis, et pourquoi Marie aurait eu tant de peine en voyant la façon dont vous m'avez traité. Il partit, laissant derrière lui un groupe de personnes désormais assaillies par le doute. La photo de Marie semblait flotter dans l'air, promesse de révélations imminentes. Le 4e jour, l'atmosphère était différente. Lorsque Jean-Pierre pénétra dans le hall de l'Excellence SA, celui-ci grouillait de monde. Une importante réunion de partenariat était en cours, et le lieu était rempli de clients de haut rang. Le décalage entre son apparence et l'élégance ambiante n'avait jamais été aussi saisissant. Chloé, en le voyant, prévint immédiatement Stéphane. Son attitude avait changé, Jean-Pierre n'était plus une nuisance, mais une énigme qui la troublait. Il est là, dit-elle au téléphone. Et le hall est plein de monde important aujourd'hui. Jean-Pierre s'approcha du comptoir mais, cette fois, resta silencieux, observant la scène. Son regard analysait chaque visage, chaque geste, comme pour un bilan final. Monsieur Dubois, commença Chloé, hésitante. Aujourd'hui n'est peut-être pas le jour idéal. Il y a une très grosse réunion. Il la regarda avec ses yeux lasses, où se lisait une immense déception. Je sais. C'est précisément pour cela que j'ai choisi ce jour. Avant qu'elle ne puisse l'interroger, Stéphane, Nicolas et Léo arrivèrent, visiblement tendus par la présence de Jean-Pierre en ce jour crucial. Monsieur, murmura Stéphane, aujourd'hui, c'est impossible. Nous avons des clients stratégiques. Je vous en prie, comprenez. Oh, je comprends parfaitement, répondit calmement Jean-Pierre. Votre image a toujours primé sur ma dignité. La remarque les toucha. Nicolas jeta un regard nerveux autour de lui, remarquant que certains clients commençaient à prêter attention. Monsieur, ne soyons pas désagréables, chuchota Léo. Mais votre présence aujourd'hui risque de compromettre des contrats importants. Si ma présence vous dérange depuis 4 jours, déclara Jean-Pierre, sa voix basse mais chargée d'une autorité nouvelle, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Un groupe d'hommes d'affaires passa à proximité. L'un d'eux, le docteur Olivier Roussel,
dirigeant d'un grand groupe de BTP, s'arrêta en voyant Jean-Pierre. « Excusez-moi, dit-il. Votre visage m'est familier. Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Jean-Pierre le dévisagea. « C'est fort possible. Je suis dans le monde des affaires depuis longtemps. » Stéphane faillit s'étrangler. Nicolas et Léo échangèrent un regard effaré. L'homme qu'il prenait pour un indigent se disait du sérail. « Dans quel secteur, si ce n'est pas indiscret ?» demanda le docteur. Roussel, curieux. « Création et gestion d'entreprise, » répondit simplement Jean-Pierre. Un silence de plomb s'abattit. Stéphane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Nicolas se mit à transpirer. Léo devint livide. « Fascinant, » poursuivit le docteur. Roussel. « Et pour quel type de société travaillez-vous » Avant que Jean-Pierre ne puisse répondre, Valérie sortit de l'ascenseur, prête à en découdre. Ayant aperçu la scène depuis l'étage, elle était venue mettre un terme définitif à ce feuilleton. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, s'efforçant de rester professionnelle devant le client. « Madame Lefebvre, » dit le docteur. Roussel. « Je discutais avec ce monsieur, un confrère du monde des affaires. » Des affaires ? Valérie lança à Jean-Pierre un regard mêlé de fureur et d'incrédulité. Docteur. Roussel, cet homme n'a rien d'un homme d'affaires. C'est un individu qui perturbe notre société depuis plusieurs jours. Il vous perturbe ? De quelle manière ? Demanda l'homme d'affaires, perplexe. Valérie comprit qu'elle était piégée. Impossible de détailler le traitement infligé à Jean-Pierre devant un client si important. C'est une affaire interne, éluda-t-elle. Rien qui ne concerne nos invités. Jean-Pierre vit dans le regard de Valérie ce qui l'attristait le plus, la peur. La peur que la vérité soit révélée, la peur de perdre la face. Docteur. Roussel, dit-il calmement, vous devriez retourner à votre réunion. Je ne voudrais pas être une source d'embarras. D'embarras ? Répéta le docteur. Roussel, de plus en plus confus. Quel embarras ? La question resta sans réponse. Valérie sentit la situation lui échapper, et ses nerfs lâchèrent. Assez. Cria-t-elle, sa voix montant d'une octave. Assez de cette comédie. 4 jours que je supporte cette mascarade. Le docteur. Roussel recula, stupéfait par cette explosion de colère. Les autres clients, les employés, tous s'étaient tus. Valérie, dit doucement Jean-Pierre. Vous perdez votre calme devant des personnes importantes. Mon calme ? Ricana-t-elle, hystérique. C'est vous qui avez perdu la raison. 4 jours à jouer un rôle. Je n'ai jamais joué de rôle, répondit tristement Jean-Pierre. C'est vous qui avez projeté sur moi une identité sans même me consulter. Parce que votre identité est une évidence. Hurla-t-elle, hors d'elle. Regardez votre tenue. Regardez où vous êtes. Vous n'avez rien à faire ici. Le hall entier était suspendu à ses lèvres. Les clients observaient, gênés. Les employés, choqués. Manon, qui s'était approchée, était horrifiée. Madame Lefebvre, je vous en prie. Tenta-t-elle. Tais-toi, Manon. Vociféra Valérie. Ce ne sont pas tes affaires. Le docteur. Roussel était atterré. Madame Lefebvre, je vous suggère de vous ressaisir. Me ressaisir ? Se tourna-t-elle vers lui, les yeux fous de rage. Je ne me ressaisirai pas tant que cet homme souillera nos locaux de sa présence. Jean-Pierre contempla l'audience. La gêne des clients, le choc des employés, le désespoir des cadres qui voyaient la catastrophe arriver. Marie, murmura-t-il en touchant la photo. Pardonne-moi, je n'ai pas trouvé la bonté que tu voyais partout. Valérie entendit son murmure. Ce fut l'étincelle. Elle avisa un seau d'eau, laissé là par l'équipe de nettoyage. Sans réfléchir, mue par une pulsion irrépressible, elle s'en saisit. Vous savez quoi ? Cria-t-elle. Puisque vous vous plaisez tant ici, restez-y. Et dans un accès de fureur qui la dépassait elle-même, elle lui vida le seau d'eau glacée sur la tête.
Le bruit de l'eau s'écrasant sur le sol fut assourdissant dans le silence de mort qui s'était installé. Jean-Pierre resta immobile, trempé, l'eau ruisselant de ses cheveux, de sa chemise, formant une flaque à ses pieds. La stupeur était générale. Le docteur Roussel était bouche bée. Manon suffoquait d'horreur. Stéphane, Nicolas et Léo comprirent que leur carrière venait de s'achever. Pendant un long moment, le seul son fut le goutte à goutte de l'eau sur le marbre. Puis, lentement, Jean-Pierre sortit un mouchoir et commença à s'éponger le visage. Ses gestes étaient lents, empreints d'une dignité que l'affront ne semblait pas avoir atteinte. « Merci », dit-il à Valérie. Un petit rafraîchissement était le bienvenu. Sa réponse, si calme, si digne, fut plus violente qu'une gifle pour tous les témoins de la scène. Valérie, le seau vide à la main, prit conscience de l'énormité de son acte, commis devant clients et employés. Mon épouse, Marie, poursuivit Jean-Pierre, disait toujours que quand une personne perd ainsi le contrôle, c'est qu'elle est rongée par la peur. De quoi avez-vous si peur, Valérie? Cette question, posée avec une telle douceur après une telle agression, l'anéantit. Valérie se mit à trembler, comprenant qu'elle avait franchi un point de non-retour. Le docteur Roussel s'approcha de Jean-Pierre et lui tendit son blazer. « Monsieur, prenez, pour vous sécher. »« C'est très aimable à vous, » accepta Jean-Pierre. « C'est la moindre des choses, » répondit l'homme d'affaires, fusillant Valérie du regard. « Je n'ai jamais assisté à une scène aussi déplorable. » Manon s'approcha aussi, lui tendant des mouchoirs. « Monsieur Dubois, je suis navré. » C'était révélateur, acheva-t-il en regardant autour de lui. Marie avait raison. C'est sous la pression que les gens révèlent leur vraie nature. Stéphane tenta de sauver les meubles. Monsieur, nos plus plates excuses. Madame Lefebvre traverse une période difficile. Non, le coupa Jean-Pierre, sa voix soudain chargée d'une autorité sans appel. Je n'accepte pas d'excuses. J'accepte uniquement la vérité. Quelle vérité? Demanda Nicolas, la voix blanche. Jean-Pierre les regarda tous. Valérie, tremblante. Les cadres, livides. Les employés, stupéfaits. Les clients, outrés. La vérité sur mon identité, dit-il, et sa voix capta l'attention de tous. La vérité sur la promesse que j'ai faite à Marie. Et la vérité sur ce qui va maintenant vous arriver. Le docteur Roussel fronça les sourcils. Monsieur, puis-je connaître votre nom complet? Jean-Pierre sourit pour la première fois. Un sourire qui n'était plus triste, mais annonciateur d'une tempête. Jean-Pierre Dubois, dit-il lentement. Jean-Pierre Dubois, fondateur et propriétaire de l'Excellence SA. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le silence d'un monde qui bascule, de certitudes qui volent en éclats, de la prise de conscience d'une erreur fatale. Valérie laissa choir le seau, dont le bruit métallique résonna comme un coup de marteau de juge. L'eau continuait de goûter des vêtements de Jean-Pierre, mais chaque goutte semblait désormais peser le poids d'une vérité qui allait tout changer. Le nom de Jean-Pierre Dubois se propagea dans le hall de l'Excellence SA. Comme une onde de choc. Pendant un instant, l'information parut si absurde que les esprits refusèrent de l'intégrer. Valérie fut la première à réagir, de manière presque grotesque. Son regard allait du seau vide à ses pieds à l'homme trempé devant elle, comme si elle cherchait une faille dans la réalité. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, la voix étranglée. Le docteur Roussel s'avança, les yeux exorbités. Jean-Pierre Dubois. Celui qui a créé cette société il y a 15 ans? Lui-même, confirma Jean-Pierre, sortant de sa poche la photo détrempée de Marie. On y devinait encore le doux sourire de l'infirmière. Marie me disait souvent que je devrais mieux connaître mes collaborateurs. Il semble qu'ils auraient dû, eux aussi, mieux me connaître. Stéphane sentit ses genoux se dérober et s'agrippa au comptoir. 4 jours à humilier, à rejeter, à vouloir expulser son propre employeur, l'homme qui validait son salaire, celui qui pouvait anéantir sa carrière d'un seul mot. Monsieur Dubois, balbutia-t-il. Nous ignorions. Vous ignoriez? Le reprit Jean-Pierre, son regard empreint d'une infinie tristesse. Ou vous avez refusé de savoir? La nuance est de taille.
Nicolas était en état de choc, ses lèvres remuant sans émettre un son. Léo, blême, s'était adossé à une colonne, au bord de l'évanouissement. Derrière son comptoir, Chloé pleurait silencieusement, réalisant l'ampleur de son mépris envers l'homme qui avait bâti cet empire et lui avait donné un emploi. Comment être sûr que vous êtes bien? Tenta Nicolas dans un dernier sursaut de déni. Jean-Pierre ne répondit pas. Il se dirigea vers un mur où était accrochée une vieille photo des débuts de l'entreprise, dans des locaux bien plus modestes. On y voyait un homme jeune, souriant, aux côtés d'une femme en blouse blanche. 15 ans de moins, les cheveux sombres, mais c'était incontestablement lui. Cette photo a été prise le jour de l'inauguration, dit-il. Marie était venue me féliciter à la sortie de sa garde à l'hôpital. Elle était si fière. Sa voix se voila d'émotion. Manon s'approcha, les mains tremblantes, lui tendant encore des mouchoirs. Monsieur Dubois, murmura-t-elle, je suis tellement désolée. J'ai bien essayé de. Vous avez été la seule à faire preuve d'un peu d'humanité, la rassura-t-il en lui posant la main sur l'épaule. Marie aurait été fière de vous. Le docteur. Roussel comprenait peu à peu l'étendue du drame. Jean-Pierre, cela signifie que durant ces 4 jours, Durant ces 4 jours, j'ai découvert la véritable nature des dirigeants de mon entreprise, acheva Jean-Pierre. J'ai vu comment ils traitent les plus modestes, comment ils jugent sur l'apparence, comment ils ont renié l'humanité que Marie chérissait tant. Valérie retrouva enfin sa voix, mais ce ne fut qu'un cri de désespoir. Pourquoi nous avoir infligé ça? Jean-Pierre la regarda avec une compassion qui la brisa. Parce que je l'avais promis à Marie. Avant de mourir, je lui ai promis de vérifier si les valeurs sur lesquelles nous avions fondé cette société étaient toujours vivantes. Si les personnes à qui nous avions confié les rênes se souvenaient encore de traiter chaque être humain avec dignité. Quelle était cette promesse? Demanda doucement Manon. Jean-Pierre se tourna vers l'assemblée silencieuse. Marie a passé ses derniers mois à l'hôpital public central. Même malade, elle continuait de s'occuper des autres patients, de réconforter les enfants, de tenir la main des personnes âgées isolées. Les larmes commençaient à poindre sur de nombreux visages. 6 mois avant la fin, elle m'a fait lui promettre une chose. Notre entreprise est devenue un colosse, m'a-t-elle dit, riche et puissante. Mais promets-moi de vérifier qu'elle n'a pas perdu son âme. Comment faire, lui ai-je demandé. Elle a souri et m'a dit, prends l'apparence d'un homme simple et regarde comment on te traite. S'ils sont bons avec celui qui ne peut rien leur apporter, alors l'âme est toujours là. Mais s'ils le méprisent. Elle n'a pas eu besoin de finir. Marie est partie il y a 4 mois. J'ai eu besoin de temps pour trouver le courage. Mais aujourd'hui, j'ai honoré ma promesse. Valérie s'effondra sur un fauteuil, écrasée par la culpabilité. Et nous avons échoué. De la manière la plus spectaculaire qui soit, confirma Jean-Pierre, sans colère, juste avec une immense tristesse. Marie croyait qu'il y avait du bon en chacun. Que cette bonté était parfois masquée par la peur, l'orgueil, le stress, mais qu'elle était toujours là, quelque part. Et maintenant? Demanda Stéphane, la voix brisée. Que va-t-il se passer? Jean-Pierre observa les visages défaits, les larmes, le remords qui commençaient à poindre. Marie m'a fait faire une seconde promesse. Que si les gens échouaient, je devrais leur offrir une seconde chance. Car, disait-elle, les secondes chances sont le propre de l'humanité. Un éclair d'espoir traversa le regard de Nicolas. Une seconde chance? Mais, reprit Jean-Pierre, une seconde chance, ça se mérite. Elle doit être le fruit d'un repentir sincère, d'un changement profond, d'un engagement réel envers des valeurs humaines. Léo s'avança, blême mais résolu. Monsieur Dubois, que devons-nous faire? D'abord, dit Jean-Pierre, son regard se posant sur Valérie, vous devez comprendre que votre offense n'était pas que personnelle. C'était une offense aux valeurs fondatrices de cette entreprise, celles de Marie et les miennes. Valérie se releva, les larmes coulant sans retenue. Monsieur Dubois, Les mots me manquent. Vous jetez de l'eau. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous avez perdu le contrôle, dit-il doucement. Cela nous arrive à tous. L'important est ce que l'on fait après. Je vais changer, dit-elle avec une énergie désespérée. Radicalement.
Je le jure sur la mémoire de Madame Marie. Manon intervint. Monsieur Dubois, parlez-nous de Madame Marie. Comment était-elle? Le visage de Jean-Pierre s'éclaira. Marie, c'était la lumière. Elle faisait des gardes de 16 heures à l'hôpital pour un salaire de misère, mais rentrait heureuse, parce qu'elle avait aidé quelqu'un. Elle ne jugeait jamais les gens, ni sur leur apparence, ni sur leur statut. Elle ne voyait que des êtres humains dans le besoin. Et vous, demanda le docteur. Roussel, pourquoi ce déguisement? Pourquoi ne pas avoir révélé votre identité d'emblée? Parce que Marie m'a appris que la vraie nature des gens se révèle quand ils se croient à l'abri des conséquences. C'est en traitant bien celui dont ils n'attendent rien qu'ils montrent leur véritable valeur. Stéphane s'approcha, la honte sur le visage. Monsieur Dubois, pendant 4 jours, je vous ai traité comme un moins que rien. Comme si je n'étais pas humain, compléta Jean-Pierre sans animosité. Vous tous. Et le plus triste, ce n'est pas le manque de respect à mon égard. Qu'est-ce que c'est, alors? Demandèrent plusieurs personnes. C'est de réaliser que si vous traitez ainsi un inconnu que vous jugez humble, vous devez traiter de la même manière bien d'autres personnes au quotidien. Le personnel de nettoyage, les livreurs, les agents de sécurité. Cette vérité les frappa comme une évidence douloureuse. Jean-Pierre sortit un document de son pantalon trempé. Ceci est le testament d'entreprise que Marie m'a aidé à rédiger. Il scelle le destin de l'Excellence SA, en fonction du résultat de mon test. La panique se lut de nouveau sur les visages. Nicolas, Léo et Stéphane s'attendaient au pire. Mais, ajouta Jean-Pierre, Marie m'a fait inclure un addendum. Un plan de sauvetage, au cas où je décèlerais un repentir sincère et une réelle volonté de changer. Quel plan? Demanda Valérie, la voix étranglée par l'espoir. Jean-Pierre sourit. Le plan pour faire de l'Excellence SA. La première entreprise véritablement humaine de ce pays. Un lieu où chacun, du PDG au technicien de surface, sera traité avec la même dignité. Où les valeurs de Marie seront le socle de chaque décision. Et nous? Pourrons-nous y participer? Demanda Manon, les yeux brillants. Cela ne dépend que de vous, répondit Jean-Pierre en les regardant un à un. De votre capacité à prouver que vous avez changé, pour de bon. À cet instant, trempé, épuisé, mais d'une dignité sans faille, Jean-Pierre Dubois s'apprêtait à découvrir si les bâtisseurs de son empire étaient capables de rédemption. Quelque part, Marie devait observer, espérant que la bonté qu'elle voyait en chacun n'était pas une illusion. Le silence dans le hall était si total qu'on aurait entendu une mouche voler. Le docteur Roussel le brisa. Jean-Pierre Dubois. Magazine Capital. La liste des entrepreneurs les plus influents. Ça me revient. Cette confirmation externe acheva de les anéantir. Nicolas s'affala sur un fauteuil. Monsieur Dubois, comment prouver que nous ignorions? Une preuve? Jean-Pierre se dirigea vers la console de l'accueil. Chloé, le code propriétaire. Je ne le connais pas, monsieur. Marie 2024 Amour, Tapatéil. Une voix synthétique annonça, bienvenue, monsieur Jean-Pierre Dubois. Accès total. Stéphane crut défaillir. Ce code était le secret le mieux gardé de l'entreprise. D'autres doutes? Demanda tristement Jean-Pierre. Léo, te souviens-tu de ma dernière réunion avant que je me retire? 17 septembre. Projet Grand Ouest, murmura Léo. 25 millions votés. Qui s'y était opposé au début? Moi. Mais j'ai changé d'avis après vos explications sur les 500 familles défavorisées. Une information connue seulement des participants, confirma Jean-Pierre. Valérie était prostrée. Mon Dieu, mon Dieu. D'autres employés affluaient. Michel Durand du nettoyage, Monique Bernard de la cafétéria, Paul Fournier de la sécurité. La rumeur s'était propagée, le grand patron était là, incognito, depuis 4 jours. Et on l'avait traité comme un paria. Michel s'approcha, en larmes. Monsieur Dubois, je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. Monique renchérit. Quand vous avez aidé Alain hier, je me suis dit, cet homme a bon cœur. Le docteur Roussel, fasciné, insista. Mais pourquoi, Jean-Pierre?
Jean-Pierre sortit la photo de Marie. Elle a appris sa maladie le jour du 10e anniversaire de l'entreprise. J'étais grisé par nos succès, et elle m'a demandé, l'entreprise a grandi, mais a-t-elle grandi dans le bon sens? Le silence se fit plus intense. Elle m'a demandé si nous nous souvenions que derrière les chiffres, il y a des vies, des familles, des espoirs. Et alors? Demanda Valérie. Elle m'a fait une proposition. Après son départ, je devrais tester l'âme de notre entreprise. S'ils sont bons avec celui qui n'a rien à offrir, l'âme est sauve. Sinon, elle est perdue. Nicolas déglutit. Et en cas d'échec? Marie avait préparé 2 lettres. Une pour la réussite, une pour l'échec. Et la seconde. Elle me demandait de liquider la société. La nouvelle fit l'effet d'une déflagration. Mettre fin à l'excellence SA. Marie disait qu'une entreprise sans âme n'a pas de raison d'être, expliqua Jean-Pierre. Valérie se releva, paniquée. Monsieur Dubois, nous avons compris. Nous changerons. Vous avez perdu tout contrôle, Valérie. Comment vous croire? Parce que j'ai compris que mon statut, mon salaire, tout cela n'est rien si je ne traite pas les gens avec dignité. Stéphane s'avança. Monsieur Dubois, je vous ai traité comme un déchet. C'était de l'aveuglement, pas de la méchanceté. Je peux changer. Nicolas le rejoignit. Je me suis moqué de votre apparence. Pardonnez-moi. Donnez-moi une chance. Léo pleurait. J'ai 3 enfants. Je ne demande pas la pitié. Je la demande au nom de Madame Marie. Elle croyait aux secondes chances. Marie croyait en l'infinie capacité de l'homme à se racheter. L'espoir renaissait. Mais elle a écrit une 3e lettre. Jean-Pierre brandit une enveloppe scellée. Pour le cas où le repentir serait sincère. Une 3e lettre? Sans qui le docteur? Roussel. Le plan pour transformer l'excellence SA. En la première entreprise véritablement humaine. C'est-à-dire? Demanda Manon. Un lieu où chacun, du dirigeant au personnel d'entretien, est traité avec une égale dignité. Où les valeurs humaines priment sur le profit. Michel intervint. Monsieur Dubois, nous, les petites mains, on a toujours été bien traités. Le problème, c'est avec les chefs. Marie m'a appris que le succès se mesure à la façon dont on traite ses subordonnés, pas ses supérieurs. Allez-vous ouvrir cette lettre? Demanda Valérie, la gorge nouée. Jean-Pierre les dévisagea. Oui. Mais je dois être certain que vous comprenez la portée de ce changement. Si je lance le plan de Marie et que vous retombez dans vos travers, je trahirai sa mémoire. Nous comprenons, dit Valérie avec une nouvelle fermeté. Nous comprenons, répétèrent-ils en chœur. Jean-Pierre tenait l'enveloppe détrempée. Alors, voyons comment Marie a rêvé de faire de notre entreprise un phare d'humanité pour le monde. Dégoulinant, au milieu de ceux qui l'avaient méprisé puis adulé, Jean-Pierre s'apprêtait à révéler l'ultime héritage de Marie à l'entreprise de leur vie. Les mains encore secouées par l'émotion, Jean-Pierre décacheta l'enveloppe mouillée. Le papier était humide, mais l'écriture fine de son épouse était intacte. Mon cher Jean-Pierre, commença-t-il à lire, la voix brisée dès les premiers mots. Si tu lis ces lignes, c'est qu'ils ont échoué au test, mais que tu as décelé en eux un repentir sincère. Cela me remplit d'espoir. Le hall était une église. Tous les employés, quel que soit leur rang, étaient descendus. Valérie, Stéphane, Nicolas et Léo buvaient ces paroles, les joues inondées de larmes. J'ai toujours cru en la bonté de l'être humain, poursuivit-il. Elle est parfois enfouie sous la peur, la pression, l'orgueil. L'important n'est pas de ne jamais chuter, mais de se relever grandi. Manon sanglotait. Michel et Monique se tenaient par la main. Même le docteur. Roussel était ému. C'est pourquoi, continuait la lettre, j'ai conçu un plan pour faire de notre entreprise un havre d'humanité. Un lieu où chacun sera vu, valorisé, respecté, peu importe son poste, son salaire ou son apparence. Quel plan? Murmura Valérie. Jean-Pierre tourna la page. Premièrement, le programme dignité. Traitement égal et respectueux pour tous. Un petit déjeuner mensuel réunira tout le personnel à la même table, pour échanger en égaux. Deuxièmement, la journée de l'humanité.
Une fois par mois, chaque cadre occupera un poste de base, nettoyage, livraison, accueil. Pour ne jamais oublier la réalité du terrain. Nicolas écarquilla les yeux. Lui, directeur commercial, a passé la serpillière. Troisièmement, le fonds Marie. Une partie des bénéfices sera allouée à un fonds de solidarité pour les employés en difficulté, aide médicale, financement des études des enfants. La bienveillance de Marie, même par-delà la mort, était en train de souder l'entreprise. Quatrièmement, la voix de Jean-Pierre était de plus en plus chargée d'émotion, instaurer la règle d'or. Avant chaque décision, se poser la question, est-ce que je traite cette personne comme j'aimerais être traité? Stéphane baissa la tête, conscient de ses manquements passés. Et pour finir, je souhaite la création du mémorial Marie dans le hall. Non pour ma gloire, mais comme un rappel quotidien que la réussite sans humanité est le plus triste des échecs. Jean-Pierre replia la lettre. Marie conclut ainsi, si vous réussissez, notre entreprise ne sera plus un simple business. Elle sera un modèle, la preuve qu'un monde meilleur est possible. Un silence respectueux s'installa. Puis Valérie s'avança. Monsieur Dubois, dit-elle avec une conviction inébranlable. Je m'engage à appliquer ce plan à la lettre. Je jure sur la mémoire de Madame Marie de devenir une autre personne. Comment te croire, Valérie? Demanda doucement Jean-Pierre. Tu as été si violente. Parce que j'ai compris une chose, répondit-elle. En vous jetant cette eau, je n'ai pas seulement agressé un homme. J'ai bafoué toutes les valeurs que Madame Marie incarnait. Et j'en ai une profonde nausée. Stéphane prit la parole. Monsieur Dubois, pendant 4 jours, je vous ai ignoré. Je comprends maintenant que chaque personne mérite un bonjour, un sourire, une marque de respect. Nicolas enchaîna. Je vous ai jugé sur votre apparence. Madame Marie m'a rappelé que seul le caractère définit un homme. Léo était anéanti. Monsieur Dubois, j'ai 3 enfants. Comment les éduquer si je suis moi-même incapable de respecter mon prochain? Je dois devenir l'exemple qu'ils méritent. Jean-Pierre les regarda. Il vit des remords sincères, une volonté de changement, une leçon apprise dans la douleur. Très bien, dit-il. Et pour la première fois depuis son arrivée, un vrai sourire illumina son visage. Mettons en place le plan de Marie. 3 mois plus tard, l'excellence SA était transformée. Dans le hall trônait le mémorial Marie, une statue en bronze d'une infirmière souriante, avec l'inscription « Marie Dubois », qui nous a appris que le vrai succès se mesure à la façon dont on traite son prochain. Le programme Dignité avait changé la culture d'entreprise. Les cadres connaissaient le nom des agents d'entretien. La journée de l'humanité était devenue un événement fédérateur. Valérie était devenue la dirigeante la plus appréciée. Elle connaissait chaque employé, s'intéressait à leur vie, les soutenait dans les moments difficiles. L'eau qu'elle avait jetée était devenue le baptême de sa nouvelle vie. Stéphane avait lancé un projet social de soutien aux familles défavorisées du quartier. Nicolas avait créé un programme de bourse d'études pour les enfants du personnel. Léo avait réformé le système de promotion pour y inclure des critères de caractère. Manon fut nommée directrice des relations humaines, un poste créé sur mesure pour pérenniser les valeurs de Marie. L'histoire de l'excellence SA fit le tour du pays. D'autres sociétés s'en inspirèrent. Les écoles de commerce étudièrent le « modèle Marie » de management humain. 1 an plus tard, le docteur Roussel retrouva Jean-Pierre devant le mémorial. Jean-Pierre, ce que vous avez fait est exceptionnel. Cette entreprise est un exemple pour le monde. Ce n'est pas moi, répondit Jean-Pierre en caressant la statue. C'est elle. Elle a planté une graine de bonté qui continue de grandir. Et ceux qui vous ont humilié? Ce sont devenus mes plus précieux collaborateurs. Car ceux qui apprennent de leurs erreurs sont plus forts que ceux qui n'en commettent jamais. Valérie les rejoignit, un rapport en main. Monsieur Dubois, les chiffres du semestre. La productivité a augmenté de 40%. La satisfaction des employés a atteint un record historique, et les démissions sont tombées à quasiment 0. Tu sais pourquoi? Sourit Jean-Pierre. Parce que des employés valorisés donnent le meilleur d'eux-mêmes, répondit-elle. C'est ce que Marie disait toujours. Jean-Pierre regarda la statue avec un amour infini. Elle disait que l'humanité n'est pas un frein au succès. Elle en est le moteur.